Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour nous accompagner sur ce webinaire sur l'acquisition client. Je suis Gisela Sanchez, responsable de projet au sein du pôle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, nous sommes les pôles de compétitivité et de la finance digitale en France. On regroupe un écosystème d'environ 600 membres. La typologie de nos partenaires est très variée car nous travaillons avec des start-upers, donc des fintechs, des insurtechs notamment, des grands comptes du secteur de la finance, des investisseurs, des incubateurs, des accélérateurs, les académiques, des associations du type FBF, FFA, pardon, et les cabinets de conseil. Donc aujourd'hui, nous avons choisi comme sujet de ce webinaire l'acquisition client. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir nos partenaires Nathalie Vincent, associée Nathalie, associée chez OpenMind, dirigeant, et Pierre Chivot, fondateur d'OpenMind. Bonjour. Bonjour. Donc, en deux mots, seulement parce que c'est vraiment Nathalie et Pierre qui vous disent en plus dans quelques instants. Et OpenMind, ils s'accompagnent de ces startups, des entrepreneurs et des dirigeants des grands groupes dans le développement de leur business. Et pour mieux contextualiser cet accompagnement, nous avons aussi aujourd'hui le plaisir d'accueillir pour la première fois Perrine Légal, CEO chez Coloris. Coloris a développé une méthode. Bonjour Perrine. Coloris a développé une méthode pour apprendre à coder les enfants. Et j'ai hâte de savoir plus sur ce sujet-là. Donc, avant de laisser la parole à nos invités pour nous présenter les programmes qui sont spécialement construits pour vous, je vous rappelle que vous avez à droite de l'écran un chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de répondre tout au long du webinaire ou à la fin. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, et aussi, sachez que la rediffusion du webinaire sera disponible dès la fin de notre discussion et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, Nathalie, Pierre, Perrine, je vous laisse la parole maintenant. Merci, Gisela. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous écrivent sur le chat. Je vois passer vos messages. Alors, nous serons trois à animer ce webinaire, plus particulièrement Pierre et moi-même sur toute la partie des outils d'acquisition client. Et puis, on a le témoignage, comme vient de le dire Gisela, de Perrine, avec qui nous travaillons depuis plusieurs mois, justement sur toute la partie acquisition client et commerce, et qui fera un témoignage par rapport à son vécu et à ce qu'elle fait actuellement dans cette période un peu compliquée. On en parlait juste avant. Voilà. Alors, juste pour cadrer, ça va durer à peu près 1 heure. Pendant cette heure, alors nous on aime bien que ce soit très participatif. Donc toutes les questions que vous posez, vous pouvez les poster sur le chat et on fera en sorte d'y répondre au fil de l'eau. Si ce n'est pas possible, nous donnerons nos réponses à Gisela à la fin du webinaire et elle vous communiquera les réponses auxquelles on n'aura pas pu répondre. Voilà. Le support que vous allez voir là est à votre disposition, je pense, chez Finance Innovation. Hein, Gisela, je ne crois pas dire de bêtises. Vous pourrez le récupérer à la demande, hein, je pense. Nous avons, alors je vais avancer parce que j'ai la main, donc je suis très étonnée toujours d'avoir la main. Donc nous allons démarrer par le sommaire, une petite introduction qui vous parlera de cibles et de propositions de valeur. On va en parler très vite. Puis la première partie, la prospection, marché, politique d'acquisition et identification des canaux, des personas, les profils de clients. C'est moi qui aurai le plaisir de l'animer. Le contact prospect qui sera animé par Pierre. Et puis, à la fin de ce contact prospect, on demandera à Perrine son témoignage. Et ensuite, je reprendrai la main sur la partie closing, le one-to-one, le rendez-vous présentiel ou distanciel, puisqu'en ce moment, le distanciel a toujours existé, mais en ce moment, il est particulièrement développé. Voilà. Donc, ravi de démarrer. Alors, en introduction,
ce que vous voyez là, en fait, c'est une présentation, qu'elle soit B2B ou B2C, du travail commercial qu'il faut faire en amont, de toute la politique commerciale que je vais imaginer en amont de ces travaux d'acquisition client. Sur la gauche, vous avez la cible, le persona, ce fameux persona qui est un profilage du et des clients parfaits, les personas. Donc là, on passera un petit moment là-dessus. Et surtout, quel frein à lever et quelle motivation utiliser chez ces personnes-là. Quand on va profiler ce client parfait, on va aller chercher vraiment des points d'accroche pour discuter avec lui. Puis à droite, vous avez la raison d'être de votre entreprise, votre proposition de valeur, c'est-à-dire votre offre, ce pourquoi on vient vous chercher, ce pourquoi vous êtes utile à vos clients, la marque et votre pitch, votre présentation, je dirais, plutôt elevator pitch, votre présentation rapide. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le point de contact, c'est-à-dire le point de contact entre cette cible et vous-même. Alors, ces points de contact, vous le verrez dans le persona, ils sont temporels. À quel moment je vais pouvoir rencontrer ces personas, et spatiaux, où vais-je les rencontrer? Donc voilà en gros l'introduction au travail que nous allons faire à l'instant. Et nous démarrons sur la partie prospection, donc on va parler des personas. Et si nous réfléchissons, centré client. Ça ne sera sûrement pas une découverte pour vous, mais quoi qu'il en soit, les clients n'achètent pas ce que vous faites, pas du tout, puisqu'ils s'en moquent un peu. Ils achètent ce que vous leur permettez de faire. C'est le grand sujet du commerce. Et quand on est centré client, il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Les gens, vos clients, vos prospects vont s'intéresser à tout ce que vous allez leur permettre de réaliser eux-mêmes avec votre offre. Là, par exemple, je trouve l'image assez claire. Est-ce que si vous vendez des mèches de 8, vous croyez que les gens achètent des mèches de 8 ou est-ce qu'ils achètent un appareil pour faire des trous? Ben moi, je dirais que ni l'un ni l'autre. Ils achètent de quoi monter une étagère, parce que ça fait 6 mois qu'ils se lèvent le matin et qu'ils se tapent les pieds dans les livres qu'ils n'ont pas su mettre sur une bibliothèque. En clair, si je vends des mèches de 8 mm, il va falloir que je leur parle en leur disant que je leur vends des étagères, ou je leur vends le moyen de bricoler dans leur maison, de monter les étagères, monter les bibliothèques, enfin tout ce que va leur permettre de faire la mèche de 8. On va également réfléchir à ce persona pour passer d'un produit nice to have, c'est-à-dire plutôt agréable à détenir, à must have. Quand bien même on s'appelle LVMH et on vend des sacs Vuitton, on peut devenir un must have pour des raisons de positionnement social. Donc, toute l'idée de travailler sur ce persona, c'est de passer d'un produit agréable à détenir à un produit qu'il faut absolument détenir. Je vois qu'il y a des interventions sur le chat. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Bon, très bien. Surtout, Pierre, n'hésite pas à me couper si tu vois passer, pendant que je parle, si tu vois passer des questions. Donc, en clair, vous ne cherchez plus des gens intéressés. Vos clients ne sont plus des gens qui sont intéressés, d'ailleurs, qui est un mot à proscrire en commerce, mais des gens qui sont prêts à payer pour ce que vous faites, parce que votre travail et ce que vous faites, votre service, votre produit est utile, leur est utile. Alors voilà donc ce fameux persona. On vous propose cette fiche, évidemment, vous aurez sûrement d'autres idées de support, vous en avez certainement. Je veux un peu m'arrêter sur ce persona et expliquer les différentes parties qui composent cette fiche. Alors d'abord, on l'a profilé, on lui a donné une tête à ce garçon, à cet Hector. Cet Hector, on l'a personnifié parce que plus je vais travailler sur des personas, surtout quand je suis en création d'une offre ou un pivot sur une offre, il faut que je le personnifie au maximum afin d'en faire mon meilleur ami. Alors au début, on part un petit peu sur des a priori, mais
Un persona, ça se corrige au fil de l'eau, ça se corrige sans arrêt pour coller de plus en plus à la réalité. C'est-à-dire, plus vous allez rencontrer des prospects, plus cette fiche persona va s'affiner, évidemment. Donc cet Hector, on le définit, on lui donne un profil très très précis, qui est évidemment en lien avec notre métier. Là, l'exemple que vous avez là sous les yeux est une application de voyage, mais on peut l'appliquer à n'importe quel métier. On lui crée une vie. Alors, si on travaille sur une offre déjà existante, on va moyenner le profil des clients que nous rencontrons et que nous signons. Si on travaille sur une nouvelle offre ou sur un pivot, on va travailler sur effectivement le profil idéal du client que l'on imagine. Donc sur cette première partie, la photo, le prénom, son statut familial, comment il organise ses vacances, etc. Donc on a cette première partie. Et ensuite, l'autre partie qui est très importante, c'est son ressenti par rapport à votre offre, à votre proposition de valeur. Donc ça, cette partie doit être très très bien travaillée parce qu'elle va engendrer tous les éléments de langage qui vont suivre et qui vont composer, qui vont modifier votre offre, qui vont composer votre communication. Ensuite, on travaille très précisément là. D'ailleurs, sur cette fiche, n'est pas assez fouillé. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Les freins. Alors, ces freins, c'est pour moi le meilleur moyen de travailler le commerce. Quand je dis toujours, quand on rencontre un prospect, quand il commence à dire non, le commerce réel commence. Donc, ces freins, c'est extrêmement important de bien les travailler. C'est toutes les objections que vous allez rencontrer. Et au fur et à mesure que vous construisez vos objections, vous allez pouvoir construire la réponse que vous allez faire à ces objections. Ensuite, sur la partie qui suit, les motivations. Et ça va être surtout tout ce sur quoi je vais pouvoir m'appuyer pour construire mon argumentaire, pour construire mon pitch, pour construire la manière dont je vais parler, dont je vais aborder mon prospect, mon client. Ensuite, donc ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont les deux bases réelles sur lesquelles je vais m'appuyer pour démarrer ma prospection, c'est le momentum. Donc là, vous avez des momentum annuels, mensuels, hebdomadaires qui vous sont proposés. Ça peut être quotidien. On peut avoir sur du B2C par exemple. Au retour à la maison, 19h, c'est un bon moment pour contacter ou pour publier sur les réseaux sociaux sur mon offre. Je vais avoir dans les momentum, par exemple, si je m'adresse à des DRH, je sais qu'au mois de janvier, au mois de décembre et au mois de janvier, ils font tous les entretiens annuels. Je vais choisir le mois de février pour les contacter parce que je sais qu'à ce moment-là, ils sont très très au point et sur leur budget et sur le besoin des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment un travail que l'on fait par logique. On enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est très important pour les équipes et c'est très important sur la manière dont vous allez construire votre prospection au cours de l'année. Il y a les périodes à éviter et il y a les périodes au contraire à favoriser. Et les lieux de rencontre vont me permettre de réfléchir à tous les endroits dans lesquels je vais pouvoir rencontrer Hector, ce jeune célibataire pour mon appli de voyage. Alors, on va parler de lieux qui seront des lieux digitaux, mais on va également parler de lieux physiques. On va imaginer, là par exemple le 104, les lieux éphémères, des points éphémères sur ces soirées, mais on peut vraiment tout imaginer. Là, il faut vraiment fouiller pour pouvoir démultiplier les lieux de rencontre et les moyens d'attraper ses clients. Donc là, ce persona, cette fiche persona, elle doit vraiment être travaillée et si possible en groupe à l'intérieur de l'entreprise pour être bien certain qu'on n'oublie rien. Et à chaque fois
que je fais un point sur mon commerce de manière hebdomadaire, à chaque fois, je dois penser à affiner cette fiche persona et à la partager à l'intégralité de mes équipes et de mes collaborateurs. Donc, en gros, les questions que l'on va se poser pour remplir cette fiche quand on est en groupe, c'est quelle est la chose la plus importante pour Hector dans sa vie? Il se déplace comment? Il se déplace en voiture, il se déplace en métro, où part-il en vacances? Où habite-t-il? Comment est-ce qu'il utilise beaucoup le téléphone dans ses relations clients? Est-ce qu'il est plutôt appli réseaux sociaux? Quelle relation il a avec ses collègues? Qu'est-ce qu'il fait le week-end? Bah, toutes les questions qu'il faut se poser pour définir cette personne. Là, vraiment, on va chercher tous les moyens avec ce personnage de communiquer avec lui. Est-ce que j'ai des questions, Pierre? Je ne crois pas. Pas pour l'instant, pas de questions. N'hésitez vraiment pas, hein, c'est avec plaisir. Hein. Je n'en ai pas vu. Tu n'en as pas vu. Donc, je surveille pour toi et je saurai te couper au cas où. Oui, n'hésite pas, n'hésite pas. Bien, donc tu nous as brossé un panorama de manière assez concrète sur le contact prospect. Bon, on va partager des choses, bon, on n'est pas dogmatique, hein, on va partager des choses qui fonctionnent, qu'on a vu fonctionner. À l'inverse, on va peut-être mettre en avant des points de vigilance sur des choses qui fonctionnent moins bien. Maintenant, au milieu de tout ce qu'on va présenter rapidement, bien entendu, prenez ce qui vous intéresse. Prenez ce qui est adapté à vous. On a essayé d'avoir un panorama assez large, donc surtout prenez ce qui vous intéresse. Donc la question, c'est comment je les rencontre et comment j'arrive à interagir avec eux et à leur parler. Donc je vais te laisser la main sur les slides parce que tu le fais très bien. Je vais te laisser avancer. Alors, bon, on va passer un peu de temps sur cette slide, la slide du pipe commercial. Donc, on va aller sur la partie gauche. Le point important, hein, c'est comment je l'alimente, ce pipe. Donc là-dessus, de manière assez logique, le premier élément qui va permettre de l'alimenter, c'est le réseau personnel. Alors souvent, avec Nathalie, on voit des gens qui sont là, mais attention, je veux pas mélanger les genres, et puis finalement, je m'auto-censure, ça va pas les intéresser. Voilà, ce sont des gens qui sont soit des gens proches, soit des gens de ma famille. Et par expérience, ça fonctionne et ça peut fonctionner. Mais ça fonctionne surtout si on a vraiment une démarche, je dirais, professionnelle avec ce réseau. Alors, ça peut prendre multiples formes. Vous pouvez très bien organiser une réunion avec tous les membres de votre famille ou des gens proches en disant, voilà mon business, voilà ce que je fais. Vous pouvez très bien, parce que ça fonctionne aussi, vous vous sentez à l'aise, mélanger des gens qui vous sont proches avec un réseau plus professionnel, toujours dans une logique de présenter, mais ne négligez pas cette piste-là. Il y a vraiment des trésors de contacts parfois insoupçonnés à exploiter de ce côté-là. Bien entendu, on a, et je l'ai dit un peu en creux, le réseau professionnel proche à activer exactement de la même manière, toujours dans l'objectif d'alimenter ce pipe. La prescription, je reviendrai plus tard sur la prescription, mais j'en dis un mot tout de suite. La prescription et l'apport d'affaires sont également un élément clé de l'alimentation du pipe. La grande différence, c'est que la prescription, elle est gratuite. Et comme je l'ai dit, on y reviendra plus tard. L'apport d'affaires, généralement, il est payant. Maintenant, ça peut fonctionner. Si vous vous sentez à l'aise vis-à-vis de ça, l'apport d'affaires, ça fonctionne. Point de vigilance, soyez très, très clair sur les termes de contrat. Contractualiser dans le cadre d'un apport d'affaires, c'est vraiment notre recommandation. Nathalie, tu rajoutes des choses et tu me coupes si besoin. Les réseaux sociaux, bien entendu. On y reviendra un petit peu plus tard. Je ferai un zoom sur LinkedIn. Les réseaux sociaux, ça fonctionne. LinkedIn, Facebook notamment.
Alors les réseaux physiques, peut-être certains ou certaines d'entre vous sont dans des réseaux type BNI. Alors dans les réseaux physiques, généralement on met aussi les salons. Bon, évidemment le contexte actuel est peu favorable, mais les salons, ça fonctionne également. C'est un élément important qui vous permet d'alimenter ce pipe. Et puis vous avez des bases de données diverses et variées. Seul point de vigilance par rapport à ces bases de données, c'est aujourd'hui c'est tout ce qui est lié au droit d'utilisation des données personnelles. Donc soyez vigilants par rapport à ça, mais les bases de données sont également un élément important qui peut vous permettre d'alimenter votre pipe. Alors, une fois que ce pipe est alimenté… Pierre, je te coupe juste 2 secondes pour répondre à une question que je n'avais pas vue, que Perrine gentiment m'a fait suivre, qui est autour du persona. Je vais répondre tout de suite pour lever simplement. Oui. Ne faut-il pas au contraire s'appuyer sur des données externes afin d'être complet et objectif? Alors, si j'ai laissé croire qu'il ne fallait s'appuyer que sur des données internes, c'est maladroit de ma part. Évidemment, il faut aussi s'appuyer sur des données externes pour la construction du personnage. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça donne, mais travailler en équipe, en interne, donne je dirais, une motivation à tous à construire ce persona et à le faire vivre. Et les données externes vont éviter les biais, comme vous le dites, et permettre beaucoup d'objectivité. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Mais en effet, le persona doit être je dirais, vu également avec des données externes. Excuse-moi, Pierre. Voilà. Je t'en prie. Je reprends le pipe. Donc, on a vu, rapidement, hein, de manière assez synthétique, comment l'alimenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on arrive à contractualiser, puisque finalement le seul objectif il est là. Donc, on va démarrer par une initiation d'échange. On verra quelques slides plus loin comment, en rentrant un peu plus dans le détail, on le fait, mais prise de contact, ça va être via les mails, via les réseaux sociaux, via le téléphone. Alors, je sais que beaucoup sont relativement réticents parce que le téléphone, c'est vraiment ce qu'on appelle le commerce dans le dur. C'est vrai, maintenant ça marche. Bon, on y reviendra. L'idée derrière ça, vous voyez, ce pipe, finalement, petit à petit, il a un effet d'entonnoir, mais l'idée derrière, c'est d'obtenir un rendez-vous physique ou distanciel via Zoom, via Teams, d'obtenir un rendez-vous téléphonique, et puis on peut également organiser des événements, des afterworks. Alors je le sais, hein, je l'ai dit déjà pour les salons, la période n'est pas favorable, mais voilà, ce sont aussi des moyens. Alors, Pierre, on ne vous entend plus. Coupé. Alors, je vais reprendre la main. Oui. Ok. Il est coupé, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends, Pierre? Ah non, alors lui, il n'a plus rien. A priori, il est coupé Internet. Bien. Donc, on est sur la partie transformation. Donc, les afterwork, effectivement, comme le dit Pierre, c'est vraiment une période un petit peu difficile pour faire cela. Par contre, je pense sincèrement que c'est quelque chose qu'il faut développer pour le retour, parce que les gens vont avoir besoin de se rencontrer. Et dès que notre confinement est terminé, organiser des afterwork pourra avoir vraiment de très, très bons effets commerciaux. Pierre, tu es revenu avec nous? Je suis revenu. C'est voilà, ça fait partie des aléas du direct, comme on dit. Hein, voilà, je suis revenu. On m'explique quand même que j'ai été déconnecté à cause d'une perte de connexion, mais je suis revenu. Donc à suivre. Okay. À suivre. Donc c'est l'avantage de travailler ensemble au quotidien, c'est que en cas de difficulté, l'autre peut reprendre la main. Alors j'ai entendu en partie ce que tu disais. Merci d'avoir repris la main. Et effectivement, tout ça, tout cet objectif-là, et de pouvoir organiser des rendez-vous de prospection et puis d'augmenter le nombre de clients. Évidemment, comme on est dans un cercle vertueux, on voit que ces clients vont ensuite nous permettre d'alimenter à nouveau le pipe, notamment via la prescription.
Alors, euh, je vais rapidement là-dessus, mais c'est quand même important parce qu'on voit souvent, et je dirais malheureusement trop souvent, des entrepreneurs ou des entrepreneuses face à nous qui disent finalement, moi, je veux, voilà, prenons l'exemple qu'on a devant les yeux, voilà, moi, 2021, il faut absolument que je réalise un chiffre d'affaires de 300 000 euros, voilà, c'est mon objectif. Très bien, dont acte. Maintenant, il est quand même intéressant de faire un minimum de travail de décomposition. C'est la partie qui est sur la droite. Alors, on a pris un exemple très simple. Si globalement vos contrats en moyenne tournent autour de 15 000 euros, ben voilà, il faut juste savoir que dans l'année, il faudra avoir contractualisé 20 fois. Et contractualiser 20 fois, grosso modo, ça veut dire deux contrats par mois. Si on va ensuite sur la partie engagement de moyens, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on connaît quand même son taux de transformation, on se dit bah, finalement pour 2 contrats, il va falloir que j'ai défini si besoin, que j'ai fait 6 propositions, et tout ça, bah, ça veut dire qu'il faut que j'ai réalisé d'une manière ou d'une autre à peu près 20 rendez-vous par mois. Et là, je fais un arrêt sur image. Si, pour tout un tas de raisons, on n'est pas capable d'assurer 20 rendez-vous par mois, mais seulement 10, ou à l'inverse, si on a une force commerciale plus importante et qu'on est capable d'en assurer 40 de ces rendez-vous, ces 300 000 euros n'ont plus de sens. Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner du sens à tout ça. Bon, la partie 4, cible et plan d'action, elle est relativement logique, puisqu'à partir de là, en fonction des cibles qu'on aura définies, du type d'action à mener, ben, on saura définir les choses. Mais cet engagement de moyens, il est extrêmement important. Alors souvent, avec Nathalie et Pascal, qui est notre troisième associé, on voit plutôt des gens qui sont on va dire, sous-dimensionnés par rapport à leur objectif, finalement, qui ne peuvent pas assurer ces 20 rendez-vous. Donc, finalement, la quadrature du cercle, on n'arrive pas à l'obtenir. Donc, ce point-là, il est relativement basique, mais il est important, en tout cas, il est important de le poser. Super. Alors, on va passer à des outils peut-être plus pratiques de mise en œuvre. Oui, les outils pratiques. Donc, bon, je vais assez vite là-dessus, bien sûr, si besoin, on pourra développer avec les gens que ça intéresse. Tout ce qui est contact par mail et email, je pense que c'est important. Je vais juste faire un arrêt sur la projection mentale. La seule projection que vous avez à faire. Ah, Pierre, on s'est perdu à nous. Et Nathalie, vous n'avez pas votre micro allumé. Pardon, je parlais toute seule. Je parlais toute seule. Bon, je reprends. Donc, le contact par mail et par email, donc très important en projection mentale. Faut, dans l'idée, savoir pourquoi on écrit un mail ou un email, c'est prendre un rendez-vous en général, prendre un rendez-vous téléphonique, donc distanciel ou physique, peu importe. Donc, la bonne pratique des contacts par mail et par email, très très important. Ne jamais envoyer d'email fleuve décrivant l'intégralité de votre activité. Tout ça n'est pas efficace, n'est pas lu. Les gens reçoivent des milliers de mails. Si vous n'arrivez pas à être extrêmement concis et à expliquer très clairement ce que vous attendez de votre interlocuteur, c'est peine perdue. Donc, le titre cordial ou direct ou interpellant. À propos du titre, là, je dirais que l'essentiel, c'est que ça donne envie d'ouvrir le mail. Le texte doit être très concis. Rédiger une accroche est important. Alors moi, j'aime bien mettre en valeur l'interlocuteur avec qui je parle. J'aime bien commencer mon mail en disant vous êtes, je sais pas moi, directrice marketing chez L'Oréal. Vous êtes donc une référence en matière de marketing mondial. Voilà, j'essaye de mettre la personne vraiment en avant sur ma phrase d'accroche. Et il faut être très très clair sur le call to action, c'est-à-dire
une date de rendez-vous, soit je propose une alternative de rendez-vous. Et je peux proposer et une alternative de rendez-vous et un agenda en ligne. L'agenda en ligne tout seul, je trouve que c'est bon. Je suis pas une fan, mais bon, j'aime bien mettre les deux s'il le faut. Et la signature qu'il faut bien traiter également, elle doit avoir des liens pertinents. Ça peut être une vidéo, ça peut être un témoignage client. Enfin bon, en tout cas, il faut soigner sa signature et les références qu'il y a à l'intérieur. Je te laisse reprendre, Pierre. J'espère que ça va aller. Oui, je suis revenu, je suis désolé, c'est le running gag, mais c'est l'avantage d'être à deux. Donc, si tu me vois à nouveau disparaître, tu sauras reprendre la main. Juste un élément supplémentaire par rapport à tout ce que tu as dit, c'est que on peut également envoyer une étude. Alors bon, après, il faut que l'étude soit relativement pertinente, mais n'hésitez pas, si vous avez bon, alors une étude, bien entendu, c'est rapide, hein. C'est 3-4 questions. Enfin, c'est relativement ciblé, mais tout ça vous permet de récupérer du lead. Vous pouvez utiliser les résultats de l'étude. Alors, on a mis harponner, le verbe est un peu violent, mais en tout cas, l'idée, c'est à partir de là, vos prochains prospects, ça fait un point d'accroche et d'intérêt. N'hésitez pas à le faire si ça a du sens et que vous trouvez une étude pertinente ou une mini-étude pertinente à lancer. Vous pouvez très bien, si vous êtes sur un lancement d'une offre ou d'un produit, proposer quelque chose de momentané, hein, qui est borné dans le temps et qui est relativement alléchant. Et puis, bon, le webinar est relativement à la mode, donc n'hésitez pas à utiliser ce levier. L'idée dans tout ça, c'est vraiment d'apporter de la valeur à votre interlocuteur, de le mettre en avant et de le valoriser. N'hésitez pas à le faire. Voilà. J'ajouterais simplement donc pour pouvoir faire je dirais de la data avec vos mails, hein, il faut bien sûr traquer les ouvertures de mails, les clics sur les vidéos ou sur les résultats d'études que vous passez. Il faut les traquer au maximum pour savoir déjà si les mails que vous envoyez sont pertinents, s'ils sont ouverts, s'ils sont appréciés, si vous êtes sur la bonne voie ou pas. C'est très important de traquer les informations liées à vos mails. Alors là-dessus, oui, on va très vite. Bon, tout n'est pas forcément à jour parce qu'il y a de nouveaux outils qui se créent, il y en a d'autres qui disparaissent. Mais l'idée là, prenez ce qui vous intéresse là-dedans. On vous a simplement mis pour mémoire des outils qui vont vous aider à créer vos bases de prospection. Également créer des campagnes d'acquisition. Alors, augmenter l'engagement de vos postes. J'ai un doute sur Alcapod, mais il y a d'autres choses qui existent. Vous allez pouvoir également suivre vos propositions. C'est reparti. C'est pas possible. Nathalie, votre micro. Pierre, on t'entend, hein? Ah, oui, il est recoupé. C'est pas grave. Suivre les propositions, donc Tilki, HubSpot et interagir avec les visiteurs, Drift et Intercom. Bon, tous ces outils, alors Alcapod moins, mais tous ces outils fonctionnent très bien et sont des outils efficaces pour la prise de contact par mail. Pierre, tu es de retour. Je tente ma chance sur la suite. Voilà. C'est toujours comme ça. Mais c'est l'avantage d'être à deux finalement, ça perturbe un peu, mais il y a un minimum de fluidité. Effectivement, je serais tout seul face à vous tous et à toutes, ça serait plus gênant. Mais en général, on fonctionne chez OpenMind à plusieurs, et là en l'occurrence, ça nous sauve on voit que ça nous sauve de certaines situations. Comme je disais tout à l'heure, LinkedIn, ça continue à fonctionner. Donc aujourd'hui, utilisons-le. Bon, quelques conseils pratiques là-dessus. N'hésitez pas à publier depuis vos comptes personnels, quitte à rediriger. Parce que les comptes pro ne fonctionnent pas du tout sur LinkedIn. Ça marche très très mal, c'est très mal référencé. Enfin, c'est pas bien du tout. Donc il faut vraiment travailler sur ses comptes perso sur LinkedIn. Alors le deuxième point est vraiment important et éviter le pur
promotionnel, commercial en permanence. Je pense que nous et vous les premiers, on en a tous marre de ça. Donc ça veut dire que voilà, mettez en avant, soyez créatifs, mais ne soyez pas sur du promotionnel unique. Ça fonctionne de moins en moins et les gens sont assez lassés de ça. Pour faire le lien avec les personas dont a parlé Nathalie tout à l'heure, ben voilà, soyez précis, choisissez 2-3 axes par rapport à ce que vous connaissez, à ce que vous maîtrisez de vos personas. La notion d'interaction est importante. Essayez d'en créer, alors vous-même, vos équipes, si vous en avez. Tout ça, ça fonctionne. Et puis, travailler l'accroche, c'est-à-dire qu'en fait, même chose, hein, aussi bien du côté des personas où il faut cibler de manière précise, soyez clair sur votre accroche, utilisez peu de mots, essayez vraiment d'éviter que les gens soient obligés de cliquer sur lire plus, parce que généralement les gens ne le font pas. Donc voilà, soyez concis et précis là-dessus. La slide suivante est juste une rapide visualisation LinkedIn. Oui, c'est e-commerce Oui. nation. Voilà. Je pense que vous connaissez à peu près tous en fintech, mais en tout cas, n'hésitez pas à consulter ce site e-commerce nation et à regarder tous les apports que LinkedIn peut vous amener. On passe à la landing page. Ouais. Alors la landing page, donc et espérons que tout le monde connaisse ce terme. Enfin, on peut aller assez vite là-dessus. Tu veux en dire un mot? Oui, c'est la page d'atterrissage. Voilà. En clair, je vous disais tout à l'heure que vous avez plusieurs personas. Chaque persona a sa landing page. Alors qu'elle soit reliée ou pas à votre site internet, c'est un excellent moyen de traquer de nouveaux prospects. On va aller assez vite là-dessus parce qu'on va essayer de l'illustrer par un exemple de slide. Oui, ensuite. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est un persona, un message, une promesse, un call to action. C'est extrêmement efficace. Ce sont pour travailler sur cette landing page, il va falloir travailler les bonnes pratiques de copywriting qui datent des années 50. Hein. En marketing, on va le traduire en français quand même, c'est toujours mieux. Oui, c'est la rédaction publicitaire, enfin le copyright est assez connu. Mais en tout cas, il faut énormément travailler ce texte de landing page et ce texte d'email et de campagne AdWords avec attention, intérêt, désir et action, qui sont clairement les 4 points sur lesquels on travaille en copywriting. Je voulais vous montrer, voilà. Alors, juste là-dessus, je reprends la main pour illustrer ça. Il y a une chose, on l'a passé rapidement, mais qui est extrêmement importante, c'est le côté pratique. Ça veut dire qu'à un moment, il faut être capable pour le call to action d'appuyer sur un bouton et pas d'avoir à parcourir 3 pages ou de remonter ou de revenir. Voilà, tout doit être au même endroit. Sur cet exemple, alors toutes les perspectives, mais celui-là est intéressant pour nous. Vous avez la promesse, on gagne le concours, c'est extrêmement précis, c'est tout compris pour 2. Comme je l'ai dit, le call to action, il est visible. Il est visuel, il est au milieu de la page, on a juste à appuyer sur « Je participe ». On voit en bas que c'est borné dans le temps et on voit tout en haut que 10% des profits seront utilisés. On sait à quoi ça va servir. On a tout au même endroit. On voit trop de landing page où finalement, pour le bouton call to action, il faut remonter, il faut redescendre. Voilà, tout ça doit être extrêmement pragmatique, extrêmement concret, extrêmement simple d'utilisation. Alors, si on scrolle sur cette page, ce que je ne vais pas faire là, puisque là, c'est une photo de la page telle on l'obtient quand on l'ouvre. Ce qu'il faut qu'il y ait en dessous, ce sont des témoignages clients, ce sont tous les liens qui permettent d'avoir ce qui a été fait précédemment. Par exemple, concernant cette boîte BNGet, vous avez tous les autres voyages qui ont été gagnés et vous avez à nouveau à la fin
le call to action, je participe, parce que pour la personne qui a scrollé, qui s'est intéressée, il faut lui donner encore à nouveau l'occasion d'appuyer sur le call to action. Donc voilà, en gros, les bonnes pratiques de la landing page, c'est ça. Et avec une très bonne landing page comme celle-ci, il gagne des milliers de prospects toutes les semaines, cette boîte. Donc ça fonctionne très bien. Alors, Les bonnes pratiques du contact par téléphone. Il faut quand même en parler. Il faut quand même en parler parce qu'effectivement, c'est pas la partie la plus glamour de l'exercice, mais c'est une part. Ça fonctionne. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est du boulot. Ça peut générer de la frustration. Je pense qu'il faut pas. Hein, il faut dire les choses. Je pense que tout le monde le sait. Mais c'est le point important, c'est que sur cette slide, c'est que finalement, c'est du travail commercial, donc ça doit être positionné dans l'agenda. C'est-à-dire que mes coups de fil, je les passe pas entre 2 réunions, 2 rendez-vous. C'est un vrai travail. Il faut être dans un endroit calme, dans lequel on puisse se concentrer et travailler. Bon, alors après, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, pour le persona et le momentum, il y a des choses à privilégier, des choses à éviter. Hein. Après, il y a beaucoup de bon sens derrière ça. Je vais pas les reprendre un à un. Vous pouvez lire les éléments assez facilement. C'est vraiment à vous de trouver le bon moment et bien entendu, en regard de ça, d'éviter les mauvais moments pour téléphoner. On va peut-être passer du coup à la suivante. Oui, juste pour confirmer une chose, il est très important que ces périodes d'appel téléphonique soient positionnées sur votre agenda, parce que c'est un truc assez pénible à faire, donc j'insiste là-dessus. Et si on ne le positionne pas sur l'agenda, en fait, on fait toujours en sorte de ne pas le faire. Voilà. Oui, ou alors on le fait entre 2 rendez-vous et voilà, on perd de la concentration et de l'efficacité. Donc c'est de la technique. Donc la technique, ça s'acquiert, ça s'améliore au fur et à mesure. Donc préparez, écrivez, prononcez le nom de votre contact plusieurs fois. C'est un peu idiot, surtout si le nom est un peu compliqué. Si vous l'écorchez, ça démarre mal. Les objections, ça se travaille également. Il y a des objections relativement classiques, mais au fur et à mesure des appels que vous passerez, vous en aurez d'autres. La première fois, vous ne saurez pas y répondre. La deuxième fois, vous saurez y répondre. Tout cela, vous allez l'alimenter au fur et à mesure. Donc, tout à l'heure, on l'a dit et Nathalie l'a redit, des plages dans l'agenda. À vous de voir quelle est l'énergie que vous pouvez mettre là-dedans. Ne prévoyez pas des plages de 4 heures juste pour du téléphone. Vous n'aurez pas l'énergie. Il va y avoir de la frustration. Ça peut être 1 heure, 2 heures maximum en fonction de votre énergie. Faites une pause et analysez tout ce qui vient de se passer, aussi bien en points positifs, parce que ça va vous permettre d'avoir des arguments qui viendront plus naturellement. Hein. Ça sera la mécanique dans le bon sens du terme. Ça sera le cercle vertueux. Et puis, à l'inverse, comme on l'a dit, tout ce qui est objection, notez-le. Comment je peux y répondre? Voilà, travaillez là-dessus. Testez également des plages horaires différentes par rapport à vos interlocuteurs. Même également par rapport à vous, si vous sentez plus d'attaques le matin, en fin de journée, voyez par rapport aux cibles que vous allez appeler ce qui convient le mieux. Voilà, on insiste là-dessus, c'est un vrai boulot, ça fonctionne, ça génère beaucoup de frustration, ça fonctionne. Si vous avez la chance de ne pas être seul dans votre structure, faites-le au moins à 2. Ça permet notamment dans les séances de débrief d'avoir des débriefs sur les points positifs et les points négatifs, d'avoir des séances plus riches qui vous permettent d'avancer et d'acquérir de l'expérience plus rapidement. Oui, tout à fait. Alors, un rendez-vous qui a été pris par téléphone par la personne qui va assurer le rendez-vous est un rendez-vous plus facile parce que le contact par téléphone est un contact chaud. Oui. On a entendu la voix de la personne, on s'est projeté. Il y a une part de sa personnalité qui a été perçue, alors qu'un contact par mail est très froid. C'est tout à fait différent. Faire un rendez-vous après un appel téléphonique et après un mail, c'est pas du tout le même rendez-vous.
Alors justement, je vais en appeler à Perrine. Perrine qui est dirigeante de Coloris et avec qui nous avons travaillé sur tous ces sujets. Je vais lui demander, parce que c'est vraiment le sujet, le téléphone qui l'a bloqué. Enfin, je ne sais pas si le mot est pas trop fort, mais c'est pas top. Donc, je voulais savoir un peu ces contacts par téléphone. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est efficace? Mais bon, est-ce que tu peux nous présenter d'abord qui est Coloris? Que fait Coloris, la grande mission de Coloris? Et puis, tu nous racontes ton expérience téléphonique et par mail aussi, puisque tu as beaucoup travaillé par mail. Oui, j'ai tout testé. Hein. Effectivement. Alors, la grande mission de Coloris, c'est de permettre à tous les enfants, dès le plus jeune âge, de grandir en comprenant l'environnement technologique qui les entoure et en s'adaptant à leur niveau. C'est-à-dire qu'on propose aux enfants de maternelle et de CP de découvrir le numérique par le compte et par des jeux de manipulation sans utiliser aucun écran. Parce qu'on est convaincu que en comprenant cet environnement et en grandissant, en ayant cette compréhension et cette culture du numérique qui fait partie de notre culture aujourd'hui, on leur permettra d'en avoir une utilisation beaucoup plus intelligente, d'acquérir le bon recul par rapport à cette technologie et d'en avoir un usage sain. Et puis, on espère aussi pouvoir permettre ainsi de combler cette faille dans le numérique aujourd'hui, dans les métiers du numérique, où on a beaucoup de gens issus de milieux très favorisés et beaucoup d'hommes. Et en permettant aux enfants de le découvrir dès le plus jeune âge, on plante une petite graine qui peut éclore chez certains enfants à l'âge adulte et qui permettent de faire leur métier, des filles, des garçons et des enfants de tous les milieux sociaux. Et donc, pour pouvoir s'adresser à tous les enfants, notre cible principale, ce sont les collectivités. On s'adresse aux mairies et on leur propose d'aller animer des ateliers en centre de loisirs ou on leur propose également de former leurs animateurs. On s'adresse également aux entreprises, aux RH, puisque nombreux sont les salariés qui ont à la maison de jeunes enfants et qui sont entourés de technologies, surtout en ce moment, parce que les parents travaillent sur leur ordinateur, font des webinaires et sont en visioconférence. Donc, on propose aussi des activités pour les enfants des salariés et également aux particuliers. Mais je vais m'adresser à vous plutôt sur notre cible collectivité, parce que c'est celle que j'ai la plus pratiquée en prospection commerciale. Et effectivement, je vais revenir d'abord sur le téléphone, qui pour moi englobe beaucoup de choses qui ont été présentées aujourd'hui. Parce que moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire parce que effectivement, c'est un côté pénible de décrocher son téléphone, d'appeler des gens qu'on connaît pas nécessairement, de recevoir des refus, d'avoir un côté un peu à la chaîne. Mais je pense, en tout cas pour mon domaine d'activité, mais je pense que c'est valable pour tous les domaines d'activité, que c'est une phase absolument nécessaire. Et c'est une phase absolument nécessaire pour les dirigeants. Parce que avoir les gens au téléphone, c'est ce qui va vous permettre de savoir à qui vous avez affaire. Je pense que l'argument essentiel dans une démarche commerciale, c'est effectivement de pouvoir proposer à la personne qu'on a en face ce dont elle a besoin, plutôt que de vendre ce qu'on a à vendre. Le plus dur quand on entame une démarche commerciale, c'est de se mettre dans la tête « je ne vais pas vendre, je ne veux pas vendre ». Moi, ce que je veux, c'est savoir de quoi la personne que j'ai au téléphone a besoin. Et pour ça, il faut poser des questions. Et c'est le nerf de la guerre, je trouve, dans la démarche commerciale par téléphone, c'est de poser un maximum de questions pour savoir la personne qu'on a en face de nous. Et c'est très important de le faire pour un dirigeant, parce qu'il a besoin de connaître son client et c'est en connaissant son client qu'il va ensuite pouvoir briefer 1, 2, 3, 4, 5 personnes ou toute une équipe commerciale pour qu'il ait le bon discours. Et si le dirigeant ne fait pas cette démarche-là, il aura beau briefer le commercial, il n'aura jamais le discours adéquat. Et moi, en appelant 10, 15, 20, 30, je pense une petite cinquantaine de personnes, et c'est suffisant, hein. J'ai pu répondre à énormément de questions et lever énormément de freins que je ne comprenais pas sur le besoin de mon client, la bonne démarche à adopter, le bon moment pour l'appeler, sa persona, etc. Donc, je trouve que dès lors qu'on se met dans une démarche vraiment d'écoute, de compréhension et de découverte, la prospection par téléphone se passe déjà mieux parce que les gens ils sont plus à l'écoute quand vous êtes là pour parler d'eux que pour parler de vous. Vous vendez mieux.
parce que du coup, ils vous donnent des billes pour leur vendre correctement. Et vous construisez le bon discours commercial. Donc pour moi, le téléphone, c'est le nerf de la guerre et c'est un passage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acquis toutes ces bonnes données, on peut déléguer à d'autres personnes ou on peut aussi adopter d'autres médiums parce qu'on aura découvert, par exemple, par téléphone, que la majorité de nos prospects passent leur journée sur LinkedIn ou utilisent Slack ou utilisent des médias sur lesquels vous pourrez mieux communiquer. Merci beaucoup, Perrine. Et vous avez sur le chat les coordonnées de Coloris, le site internet, et vous avez au tout début eu les coordonnées de Perrine. N'hésitez pas à la contacter, entre autres pour son cœur de métier, qui est un magnifique cœur de métier, où on initie les enfants à coder sans écran, et c'est une super idée, et ça marche très très bien. Donc, c'était important que quelqu'un vienne incarner pour nous tout ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure. Et Perrine a vraiment fait le boulot, et c'est pas facile à faire, et je trouve ça courageux. Je reprends la main rapidement tant que je suis encore connecté avec vous. J'en ai parlé en préambule, la prescription, c'est vraiment un élément clé. Alors, je prends la parole là-dessus, mais c'est vrai que la plus convaincue et la meilleure ambassadrice de ça, c'est Nathalie. La prescription, c'est le côté facile et sympathique du commerce, parce que finalement tout ça se fait naturellement, et tout ça derrière vous permet d'avoir un taux de transformation généralement très important. Puis surtout un accueil. Absolument. Surtout un accueil. Quand on appelle dans le dur, c'est pas la même histoire. Lorsque vous êtes à la fin, d'un contrat, vous faites un bilan, vous faites un point d'étape, et qu'évidemment les éléments sont positifs, vous avez une question clé. Alors là, je vous dis, on n'est pas dogmatique, mais on l'est sur cette phrase-là. N'hésitez pas à la poser. Y a-t-il des personnes autour de vous à qui mon travail pourrait être utile? Et on insiste sur ce terme d'utilité. Bannissez le verbe intéresser. Est-ce que ça pourrait intéresser? Quand les gens sont intéressés, projetez-vous et dites-vous, ça ne se signera jamais. On force un peu le trait, mais on l'a tellement vécu par expérience. Intéressé, ça ne fonctionne pas. Là, la notion d'utilité, elle est extrêmement importante et elle fonctionne. Et enfin, là-dessus, Nathalie, je pense qu'on l'a tellement expérimenté. Puis c'est surtout un moyen d'alimenter son pipe commercial de manière efficace, et il n'y a rien de mieux que d'être prescrit par un de ses clients. Enfin, je veux dire, c'est ce qui est le plus facile. Il nous reste 6 minutes, donc je vais aller assez vite sur la dernière partie, qui est la partie du closing. Je me tiens évidemment à la disposition de tous ceux qui nous écoutent là pour éventuellement développer cette partie avec eux, qui est une partie extrêmement importante, qui est la rencontre client, qui vient mettre un peu de relief également à tout ce qu'on dit depuis le début, et surtout confirmer ce que disait Perrine à l'instant, c'est-à-dire que ce qui est le plus important dans un rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou physique, c'est d'être à l'écoute de son client. Donc la première étape d'un rendez-vous, quel qu'il soit, distanciel, présentiel, c'est l'accueil. C'est-à-dire, je vais me présenter en 5 mots, être extrêmement aimable et être à l'écoute. Je vais commencer par poser des questions de situation. Je vais détendre l'atmosphère, engager la conversation, briser la glace. C'est une période très courte, mais très, très importante. J'avais un prof en technique de vente qui m'expliquait qu'on n'avait pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est quelque chose qu'il faut beaucoup travailler, mais c'est une période très courte du rendez-vous, mais qu'il faut vraiment soigner, qui se prépare. La deuxième partie, c'est l'échange, qui est la plus grosse partie d'un rendez-vous one-to-one, qui est encore une partie d'écoute, une partie de questionnement, de ce qu'on appelle le questionnement de problématique. C'est une partie que j'appelle la partie ping-pong. C'est dans cette partie, qu'elle soit distancielle ou présentielle, c'est dans cette partie que la vente se fait. Je ne parle pas de moi, je ne fais qu'écouter. Par contre, je pose des questions suffisamment techniques pour que mon prospect comprenne que
j'ai la légitimité pour être là en face de lui. L'idée, vraiment, dans cette partie ping-pong, c'est d'être malin dans la manière de poser ses questions et d'être malin sur sa posture également, sur sa capacité d'écoute, sur la manière dont je me tiens si je suis en présentiel. Je prends des notes, je m'intéresse à ce que l'on me dit, je rebondis, je donne des idées, je me montre extrêmement généreux. La troisième partie d'un rendez-vous one-to-one réussi, c'est l'offre. L'idéal, c'est que ce soit le client entre la partie échange et la partie offre qui vous amène à la partie, c'est-à-dire en clair, qui vous disent mais comment on fait pour travailler ensemble? Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, je parle que de moi, mais c'est quoi votre offre? Et là, c'est une partie très courte, très précise, où vous allez reprendre tout ce que vous avez noté pendant la partie échange et écoute, et vous allez adapter votre offre au besoin qui a été exprimé par la personne que vous avez eue, soit au téléphone, soit en face de vous. C'est une période courte sur laquelle vous pouvez également parler d'argent. Si votre prospect vous pose la question du coût, il faut bien préparer cette présentation, c'est-à-dire je reprends l'intégralité de mon offre et de ce que je vais faire pour lui et je lui donne le prix. Période aussi où toutes les objections sortent dans le rendez-vous. On en parlait sur le rendez-vous téléphonique. Préparez-vous des tableaux d'objections et de réponses aux objections. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Apprenez-les par cœur. Vous serez beaucoup plus à l'aise en rendez-vous. Et enfin, la dernière période, qui est la période de closing. Alors, le closing, ça peut être deux choses. Ça peut être je signe le contrat immédiatement, ça dépend des métiers, mais par exemple dans les métiers d'assurance que j'ai longtemps pratiqué, et il y a peut-être des gens en face de nous là qui le pratiquent, on peut tout à fait closer au premier rendez-vous, soit par distanciel, soit en présentiel. L'autre option, c'est que vous êtes en face d'un grand groupe avec un temps de décision long. Là, l'objectif de ce rendez-vous, le closing, ça sera de reprendre rendez-vous pour signer avec les bonnes personnes. Il faut bien vérifier que votre prospect est celui qui est en capacité de signer avec vous. C'est très, très important. Donc là-dessus, très, très vite, par rapport à tout ce qu'on a dit, le commerce, c'est du travail, c'est du processus, c'est du suivi. Et si j'étais provocateur, je dirais presque que le talent n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est vraiment le travail et le travail. À l'inverse de tout ce qui se dit, des gens qui ont dit être de grands commerciaux parce qu'ils ont un talent fou et beaucoup de bagou. Comme on vient de vous le dire depuis le début, écoutez vos clients. Donc le bagou ne vous servira pas à grand-chose. Préparez son travail, bien cerner son persona. Et je réponds à Pascal Ribac qui pose la question de ma position face aux démonstrations sur la période 3 du rendez-vous. Vous pouvez tout à fait faire une démo en fonction du besoin du client en ligne, c'est-à-dire si vous êtes en distanciel en ligne, mais vous pouvez la faire également en présentiel. Ce que je fais également, si j'ai d'autres clients avec qui j'ai travaillé sur les mêmes sujets, je vais parler de mon expérience avec tel ou tel client. Mais sur la période offre, si vraiment votre réponse colle au besoin qui a été cerné pendant l'échange, mais oui, c'est le moment où il faut le faire, tout à fait. J'espère avoir répondu à Pascal correctement. Voilà, Gisela. Je peux juste me permettre de rajouter oui. Moi, il y a quelque chose qui me freinait pas mal. C'était que j'avais peur de parler d'argent lors des premiers calls. Et j'annonçais peu, ou alors j'annonçais de but en blanc combien ça coûtait. Et surtout, je ne posais pas de questions sur le sujet. Et en fait, on m'a incité à le faire. J'ai beaucoup de chance d'être accompagnée par Nathalie dans ce domaine-là, qui nous apporte énormément sur la conquête de nouveaux clients. J'ai osé poser la question du budget que mon interlocuteur avait et échanger sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une conversation qui était assez fluide et qui apportait beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à parler d'argent. Du moment que c'est fait finement et intelligemment, il ne faut pas hésiter à parler d'argent parce que ça aide vraiment à closer. C'est comme le téléphone, il faut tout pouvoir aborder. Donc, je voulais remercier beaucoup Gisela de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer aujourd'hui dans ce webinaire. Merci beaucoup au pôle de compétitivité Finance Innovation. Merci.
C'est nous qui nous remercions. Merci beaucoup. Et avant de clôturer, je crois qu'il y a une question qui est en cours. J'aime beaucoup poser cette question à la fin de nos webinaires. Je voulais seulement, voilà, si vous avez à nous dire une chose qu'on doit retenir suite à cette présentation et aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est quoi votre conseil? Donnez-nous un conseil avec lequel on peut partir. Donc, Nathalie, on commence avec vous. Ça va pas être rigolo, hein. Du travail et du travail. Merci. Pierre? J'ai pas mieux. J'ai insisté là-dessus. J'ai pas mieux. Alors si, je peux vous le traduire autrement, du processus et du suivi. Je reprends la dernière slide qu'on a donnée, parce qu'effectivement, ça, voilà, c'est du travail et un minimum de structure dans ce travail. Voilà. Merci Pierre. Et Perrine, en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO, ça c'est votre conseil? Je trouve que c'est très juste. Il faut beaucoup travailler. Moi, je pense qu'il faut vraiment expérimenter soi-même avant de déléguer. C'est hyper important pour bien déléguer. Il faut mettre la main à la pâte. Et je trouvais très, très, très pertinent ce que disait Pierre sur le fait d'avoir des ambitions qui correspondent à ses capacités d'exécution. Et d'évaluer les capacités d'exécution et le travail nécessaire avant d'anticiper un chiffre d'affaires potentiel, parce que c'est absolument corrélé. Tout à fait d'accord. Je tiens à dire à tous les gens qui nous ont écoutés là, on est passé vite parfois sur certains sujets, hein, parce que l'acquisition client c'est extrêmement vaste. Sincèrement, de manière tout à fait informelle, nous répondrons, Pierre et moi-même, à toutes vos questions par mail. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Oui. Il y a Ferdinand qui félicite Perrine pour son pitch. Voilà. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Écoutez, merci pour tous vos compliments à tous. Ça nous fait très plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Les coordonnées sont là. La présentation, on va la transmettre à toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire. Donc, vous avez tous les coordonnées. Et voilà, je vous dis à très vite. Merci. Voilà, Ferdinand va s'abonner. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.